Il s'appelle Joseph John Cole, mais tout le monde le connaît sous le nom de Joe Cole. Il est né le 8 novembre 1981 à Londres, à Paddington plus précisément. Fils de Susan et George Cole, le petit Joe a un frère Nicky et une sœur Charlie avec qui il est très proche. À 6 ans, la famille déménage et va à Somerstown. C'est donc l'occasion idéale pour le gamin de s'inscrire au club de foot du coin et c'est à Camden Town que Joe Cole prend sa première licence. Et ça va être un vrai coup de foudre avec le ballon. Il s'amuse, prend du plaisir et on va vite voir que le petit Joe est particulièrement doué. Mais attention, parce que les parents du gamin ont les pieds sur terre et veulent surtout que leur fils continue de s'épanouir. Cependant, le talent du petit milieu de terrain saute aux yeux de tous. En 1994, Joe Cole est repéré par l'adjoint du chef de recrutement de West Ham. Il raconte: j'appelle mon responsable et je lui dis que je viens de voir le meilleur joueur de moins de 13 ans de toute ma vie. Sa capacité à dribbler était exceptionnelle. Quand il avait le ballon, il fonçait sur les joueurs et il les passait un par un. C'était assez fascinant. Puis il avait une audace incroyable pour son âge, mais c'était pas pour autant un effronté. À 13 ans, il faisait des gestes impossibles. Devant cette présentation élogieuse, le chef du recrutement de West Ham n'a pas d'autre choix que de proposer un contrat à Joe Cole. Ses parents acceptent rapidement, et Joe Cole dira d'ailleurs: mes parents m'ont toujours soutenu de manière exceptionnelle. Ils ont toujours voulu que je prenne du plaisir dans ce que je faisais. Une méthode qui va porter ses fruits. En 1995, on commence à parler de Joe Cole au niveau national. Il signe un contrat avec Adidas pour ses 14 ans et surtout, les gros clubs anglais se penchent sur son cas. Et il y a surtout un club qui se penche sur le cas de Joe Cole, c'est Manchester United et son manager Sir Alex Ferguson. En mai 1995, l'ado reçoit chez lui des maillots de Manchester United à son nom et une invitation à rejoindre l'équipe A avant la finale de FA Cup. Tout est réuni pour convaincre Joe Cole de venir à Manchester United. Il raconte: c'était une très belle proposition, mais j'avais déjà décidé de rester à West Ham pour faire mes études et surtout je voulais pas quitter mes copains. J'ai donc demandé à mon père de les appeler pour leur dire que je n'irais pas. Premier signe que le caractère de Joe Cole est déjà bien affirmé. Appelé dans les sélections U16 puis U18, sa progression est linéaire. Il est même sollicité pour une séance photo avec le sélectionneur anglais de l'époque, la légende Kevin Keegan, et la pépite Michael Owen. On commence tous à se poser la question: quand va-t-il être intégré à l'équipe première de West Ham? Toutefois, il faut régler sa situation avec la signature d'un contrat pro. On est en octobre 1998. Sir Alex revient à la charge, mais rien ne bouge. Joe Cole est un hammer et logiquement, il ne se voit pas débuter en pro ailleurs qu'à West Ham. Le 8 novembre 1998, en première ligue, West Ham reçoit Chelsea. Il y a 1-0 à la mi-temps, les supporters sont contents. Mais ils vont l'être davantage quand le speaker va annoncer que le jeune Joe Cole vient de signer son premier contrat pro avec West Ham. Vous pourrez dire que vous étiez là ce jour historique. On est quand même loin de la communication actuelle en matière de signature de contrat pro. À ce moment précis, Joe Cole fête son 17e anniversaire. Il a devant lui une carrière prestigieuse. Tous les regards sont forcément braqués sur le gamin. Le plus dur commence. Et avec Joe Cole, le football reste un jeu. Il va donc jouer et s'amuser sans se soucier des regards et des critiques. Et l'année 1999 est exceptionnelle pour lui. Dès le 2 janvier, il joue son premier match avec l'équipe A de West Ham en FA Cup face à Swansea. 8 jours plus tard, il débute en première ligue, mais pas n'importe où, à Old Trafford sur le terrain de Manchester United, contre Sir Alex Ferguson qui souhaitait le faire venir il y a encore quelques semaines auparavant. S'il rentre à la mi-temps, alors que le score est 2-0, il ne peut rien faire et à l'arrivée, West Ham prend un sévère 4-1 avec néanmoins un but de Frank Lampard en fin de rencontre. Dur baptême du feu, mais derrière, il va enchaîner plusieurs titularisations. En parallèle, Joe Cole participe à la Youth Cup avec l'équipe de jeunes de West Ham. Une récréation pour le jeune petit milieu de terrain. Au sein d'une équipe talentueuse où on retrouve notamment Michael Carrick, Joe Cole rayonne. Facile vainqueur de Stockport, Walsall et York en début de compétition, les Hammers sortent Arsenal et Everton en quart de finale et en demi. Qualifiés donc pour le dernier match, ils ont inscrit 20 buts en 7 matchs et font figure de favoris contre Coventry. Joe Cole rappelle: Coventry était une bonne équipe avec des joueurs qui sont devenus pros par la suite comme Chris Kirkland. Mais ce soir-là, nous aurions pu battre n'importe qui. J'ai de fantastiques souvenirs de cette compétition. Gagner avec ses amis, avec le style en plus, c'est extraordinaire. Sans surprise, West Ham corrige Coventry en aller-retour. 3-0 puis 6-0 au Bowley Ground, le stade de West Ham. Plus de 20 000 spectateurs sont présents ce soir-là. Le match est diffusé sur Sky.
À la fin de la rencontre, Gordon Strachan, le coach de Coventry, dira « Je n'ai jamais vu une équipe de jeunes aussi forte ». Désormais, Joe Cole se fait une petite réputation. Mieux, West Ham réalise une bonne saison en Premier League. 6e en fin d'exercice, le club participera à la Coupe Intertoto 1999. L'occasion pour Joe Cole de prendre de l'expérience. Au sein d'un effectif cosmopolite où on retrouve Rio Ferdinand, Frank Lampard, Marc-Vivien Foé, Paolo Di Canio, Ian Wright, Frédéric Canouté, Stuart Pearce, Trevor Sinclair ou encore Mark Keller. Ouais, Mark Keller, le président du Racing Club de Strasbourg. Le coach est le mythique Harry Redknapp. Pour l'entraîneur, Joe Cole est un génie qui sait faire des choses que les autres ne peuvent pas. Sous le charme, Redknapp ne va pas hésiter à responsabiliser Joe Cole. De son côté, le joueur n'attend que ça. La pression ne me dérangeait pas du tout. C'était sûrement de l'ignorance, mais cela m'a sûrement aidé. Je n'ai jamais reculé. Même quand je faisais des erreurs, je jouais mon jeu. Simplement. Et c'est ce que Joe Cole va faire dès la reprise en juillet pour la Coupe Intertoto. Aligné titulaire pour le premier match face aux Finlandais de Gyökerit. En numéro 10 avec Lampard, Di Canio, Sinclair et Ferdinand, il participe à la qualif de West Ham. Au tour suivant, il est remplaçant face à Heerenveen, mais ça passe pour les Hammers. En finale, c'est le FC Metz. Alors, on retrouve Fred Mérieux, Lionel Letizy, le légendaire Sylvain Castendutch, Louis Saha. Bon, à l'aller, West Ham s'incline 1-0. C'est Louis Saha qui est le buteur. Joe Cole ne joue pas une minute. Mais au retour, West Ham sort le grand jeu. Sinclair, Lampard marque avant la pause. Gestrovic redonne l'espoir aux Messins. Mais dans le dernier quart d'heure, c'est Paolo Wanchope qui marque un 3e but pour les Hammers. Dans la foulée, Di Canio sort et laisse sa place à Joe Cole. Il se passera plus rien. West Ham remporte la Coupe Intertoto. Certes, cette compétition n'est pas prestigieuse, mais quand même. Elle permet à Joe Cole de remporter son premier trophée chez les pros, 3 mois après avoir gagné la Youth League avec West Ham. Tout ça à même pas 18 ans. On a connu des débuts de carrière beaucoup plus poussifs. S'il ne joue pas au début de saison, il va intégrer le 11 titulaire au fil de la saison. En Europe, West Ham élimine les Croates d'Osijek, mais au tour suivant contre le Steaua Bucarest, ça coince. Titulaire au match retour, il ne parvient pas à forcer la décision. Élimination 2-0 sur l'ensemble des 2 matchs. En Première Ligue, il continue de prendre du temps de jeu et à partir du mois de janvier 2000, il va prendre une autre épaisseur. S'il marque son premier but en championnat lors d'une rencontre un peu folle remportée 5-4 face à Bradford, il est auteur du 4-4 et il permet à Lampard de marquer celui du 5-4. Déjà international U18, il est désormais appelé par Howard Wilkinson, le sélectionneur des U21 pour le barrage face à la Yougoslavie, qualificatif pour l'Euro U21. Grâce à un 3-0, l'Angleterre se qualifie. On retrouve de sacrés joueurs dans cette équipe. Steven Gerrard, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Jamie Carragher, Kieron Dyer, Gareth Barry, Emile Heskey. Voilà pourquoi il ne participera pas à l'Euro quelques mois plus tard. Mais à cette période, Joe Cole ne voit pas du tout ça comme un échec, loin de là. À la fin de la saison 1999-2000, il a joué 31 matchs et inscrit 2 buts. Seul souci, son club n'est pas forcément au niveau de son talent. Pourtant, il y a de bons joueurs dans l'effectif. Ferdinand, Lampard, Canouté, Di Canio, Carrick, auquel il faut ajouter Rigobert Song, Jermaine Defoe, Davor Schuker. Mais la mayonnaise prend pas. Le début de saison est catastrophique. Dernier à la 6e journée, les Hammers galèrent. Il faut une victoire à Coventry 3-0 avec un but de Joe Cole en prime pour lancer la saison de West Ham. Installé en meneur de jeu, le jeune anglais est une des rares satisfactions de cet exercice 2000-2001. Éliminé rapidement des coupes nationales et 16e au mois de mai où West Ham s'en sort de justesse. De son côté, Joe Cole boucle sa première saison pleine. 30 matchs, 5 buts et 4 passes décisives. Forcément, son cas intéresse le sélectionneur des A, Sven-Goran Eriksson. S'il avait déjà convoqué pour un match amical face à la Finlande, Joe Cole était resté sur le banc pendant 90 minutes. Mais en mai 2001, il est appelé pour jouer un autre match amical contre le Mexique. Entré à la pause en lieu et place de la légende vivante David Beckham, il participe à la victoire 4-0 de l'Angleterre. Petit bémol, 5 jours plus tard, il est envoyé chez les U21. Il ne participe donc pas au match des A face à la Grèce, comptant pour la Coupe du Monde 2002. Chez les U21, David Platt a remplacé Wilkinson au poste de sélectionneur. Il appelle Joe Cole donc pour les matchs de qualification pour l'Euro U21 face à la Grèce et l'Allemagne. Décisif lors de ces 2 matchs, il marque des points auprès du sélectionneur. Cependant, il ne sera pas rappelé pour le barrage face aux Pays-Bas de Van der Vaart et Dirk Kuyt qui voit l'Angleterre se qualifier. Mais l'Euro U21 ne se joue qu'à la fin de saison 2001-2002. Il a largement le temps d'inverser la tendance.
auprès de David Platt. À moins qu'il arrive à se faire une place dans la liste des 23 d'Eriksson pour disputer le mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud. En attendant, Joe Cole retourne à son activité favorite, s'amuser sur le rectangle vert. West Ham, de son côté, a perdu son défenseur central prometteur, Rio Ferdinand, parti à Leeds, et son milieu de terrain talentueux, Frank Lampard, parti du côté de Chelsea. Deux grosses pertes. Le coach n'est plus Harry Redknapp, c'est Glenn Roeder qui a pris la suite. Il installe Joe Cole sur le côté gauche d'un 4-4-2 traditionnel. Moins décisif, il ne stade pas, mais il joue néanmoins tout le temps. Il a désormais 20 ans, une centaine de matchs en pro, et si Sven-Goran Eriksson, le sélectionneur anglais, l'apprécie, c'est sans surprise que Joe Cole va intégrer durablement la sélection anglaise. Appelé pour les matchs amicaux face aux Pays-Bas, l'Italie et le Paraguay, Joe Cole donne 2 passes décisives. Suffisant pour qu'Eriksson le convoque pour le mondial 2002. Un petit exploit pour le Hammer quand on connaît la concurrence au poste offensif. Beckham, Owen, Scholes, Fowler, Vassell. Dans un groupe relevé avec l'Argentine, le Nigeria et la Suède, sur le banc au coup d'envoi, Joe Cole rentre pour le dernier quart d'heure à la place de Darius Vassell sur le côté gauche. Cependant, il va plus rentrer du tournoi. Que ce soit face à l'Argentine ou le Nigeria au premier tour, ou face au Danemark en 8e et le Brésil en quart, rien du tout. Un bilan mitigé pour sa première grande compétition internationale. Vite atténué car il n'a pas encore fêté ses 21 ans. Il aura le temps de se rattraper ces prochaines années. Si son cas intéresse évidemment beaucoup de clubs prestigieux, Joe Cole décide de rempiler une saison supplémentaire à West Ham. Leader technique du club londonien, le numéro 25 rayonne en dépit d'une saison très moyenne. Englué dans les profondeurs du classement en Première Ligue, West Ham n'y arrive pas. Malgré des buts importants face à Arsenal, Birmingham, Middlesbrough ou Newcastle, Joe Cole voit son club formateur s'enfoncer et en fin d'exercice, ça va se payer. West Ham finit 18e et premier relégué. Un vrai gâchis pour un effectif avec de bons joueurs. David James, Lee Bowyer, Glenn Johnson, Michael Carrick, Trevor Sinclair, Paolo Di Canio, Fred Canouté, Jermaine Defoe et même Edouard Cissé et Titi Camara. Dans ce contexte, beaucoup de joueurs ne vont pas suivre le club en deuxième division et on voit mal Joe Cole, international A de 21 ans, jouer à l'étage inférieur. Toujours intéressé par le profil du joueur, Sir Alex Ferguson, le coach de Manchester United, revient à l'assaut pour faire signer Joe Cole. Mais attention, à l'été 2003, il faut intégrer un nouveau paramètre dans le foot anglais. L'arrivée de Roman Abramovich à la tête de Chelsea. Cette donnée bouscule la hiérarchie sur le mercato. Capable de payer de fortes sommes, Chelsea devient un acteur crédible pour attirer des joueurs talentueux. Et ça tombe bien, car les Blues ont fait de Joe Cole leur priorité. En mettant 10 millions d'euros sur la table, West Ham ne peut pas résister. Et surtout, Joe Cole est emballé par cette arrivée à Stamford Bridge. Une nouvelle fois, Sir Alex a échoué à faire venir le milieu de terrain. Toutefois, il reste du chemin à parcourir pour le désormais ex-Hammer, car à Chelsea, les places sont chères dans le compartiment offensif. Certes, la légende du club, Gianfranco Zola, est parti, mais dans l'effectif, on retrouve des joueurs de premier plan. Damien Duff, Adrien Moutou, Jimmy Floyd Hasselbank, Eidur Gudjohnsen et un certain Hernan Crespo. Si on ajoute Juan Sebastian Veron, Jérémy du Real Madrid, Glenn Johnson, ex-coéquipier de Joe Cole à West Ham, et Claude Makelele, on comprend que Chelsea s'est acheté un 11 titulaire. Le coach, Claudio Ranieri, voit ses arrivées comme un cadeau empoisonné. Beaucoup de qualité, mais difficile de contenter tout le monde et surtout pas de droit à l'erreur. Pour Joe Cole, c'est le moment de faire preuve de personnalité. Quelques jours après son arrivée à Chelsea, il va rencontrer son coach pour savoir ce qu'il attend de lui. Ranieri se perd dans des longues phrases et finit par lui lâcher « Tu es ma clé ». Quelques jours plus tard, premier match de la saison. Joe Cole est sur le banc, il fait alors cette réflexion. Ah, c'est ici la place des joueurs clés ? Une pique qui ne va pas du tout altérer sa relation avec Ranieri, bien au contraire. Il dira d'ailleurs à son sujet. C'est un manager pour qui on adore jouer. On n'est pas obligé d'aimer ses coachs. Avec certains, je n'ai pas eu de relation, mais pas avec lui. Je le remercierai toujours de m'avoir amené à Chelsea. C'est un homme bien. Facile vainqueur de Žilina en barrage de l'AC1, les Blues se qualifient pour la Champions League. L'occasion parfaite pour Joe Cole pour prendre en expérience. Ok, il n'est pas titulaire indiscutable, mais le coach lui fait confiance. En championnat, Chelsea est dans le bon wagon avec Manchester United et Arsenal. Dans le match au sommet face aux Red Devils, fin novembre, il obtient le péno du 1-0 converti par son pote Frank Lampard. S'il donne plusieurs passes décisives au cours de la saison, il ne marque toujours pas son premier but. Il viendra néanmoins en Coupe de la Ligue quelques jours avant le gros match face à Manchester United. En seconde partie de saison, Chelsea perd du terrain et voit Manchester lui passer devant en Première Ligue. Joe Cole est bon sur le terrain, mais à l'instar de certaines saisons à West Ham, il ne stade pas beaucoup. Un problème pour exister dans un effectif avec
avec une grosse concurrence. Ok, Claudio Ranieri l'apprécie, mais au très haut niveau, il doit faire davantage. En Coupe d'Europe, Chelsea élimine Stuttgart en huitième de finale, puis Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions. Petit exploit qui emmène Chelsea dans le dernier carré face à la surprise AS Monaco. Remplaçant au match aller perdu 3-1 en principauté, Joe Cole est titularisé pour la seconde manche à Stamford Bridge. Sur son côté gauche, il rend complètement fou Gaël Givet, arrière droit ce soir-là. En 20 minutes, Chelsea refait son retard grâce à Gronkier et Lampard. Mais juste avant la pause, Hugo Ibarra marque le but du 2-1. Monaco est à nouveau qualifié sur l'ensemble des deux matchs. À l'heure de jeu, Morientes égalise, mais il permet surtout à Monaco de reprendre 2 buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs. En dépit d'une bonne volonté évidente, Joe Cole et ses partenaires laissent Monaco filer vers la finale de Ligue des Champions. Un petit échec, vite relativisé, car à la fin de la saison, il part disputer l'Euro 2004 avec l'Angleterre. Le seul problème, c'est qu'il va pas jouer une seule minute du tournoi. Et pourtant, l'Angleterre va aller jusqu'en quart de finale cette année-là. Un vrai coup dur quand on pense que ça fait suite à la Coupe du Monde 2002 où il avait joué que 15 minutes. Ok, la concurrence est importante en Angleterre à cette époque-là, mais tout de même, 0 minute de temps de jeu, c'est rude. Mais il n'a pas le temps de gamberger, Joe Cole. Car il va y avoir une véritable révolution à Chelsea qui va faire naître un grand optimisme autour du club. Cette révolution, elle a un nom. José Mourinho. Le coach portugais vient de remporter la Champions League avec le FC Porto quelques semaines plus tôt. Il est le coach dont tout le monde parle en 2004. Lorsqu'il débarque chez les Blues, l'objectif est très clair. Tout remporter. Un défi XXL à la hauteur de l'ambition de Mourinho. Pour arriver à ses fins, Roman Abramovich n'hésite pas à aligner les zéros sur les chèques. Cet été-là, Didier Drogba arrive pour 38 millions d'euros de l'OM. Ricardo Carvalho pour 30 de Porto, Paulo Ferreira de Porto pour 20 millions aussi, Arjen Robben du PSV pour 18 millions, Thiago de Benfica pour 15 millions, Petr Cech de Rennes pour 12 millions, et enfin Matej Kezman du PSV pour 7 millions et demi. Près de 150 millions d'euros pour un seul mercato. Et Joe Cole dans tout ça, il se rappelle. Avant l'arrivée de Mourinho, Chelsea était un bon petit club sympa. José l'a reconnu, et il nous a tout de suite dit « je vais changer ça ». Je veux qu'on soit la pire équipe contre qui jouer et tout le monde va me détester. Il a pimenté les choses et nous on a accepté. Pour les amateurs de beaux jeux, il faudra repasser plus tard. Avec un groupe à qui à sa cause, Mourinho va rendre le Chelsea 2004-2005 horrible à jouer. Dès la première journée, Chelsea bat Manchester United 1-0. Un succès de prestige qui permet à Mourinho de gagner du temps. Seconde journée, Joe Cole sort du banc et débloque Chelsea qui galérait du côté de Birmingham. Il marque des points vis-à-vis de Mourinho. Car attention, le technicien portugais peut être impitoyable avec n'importe quel joueur. Joe Cole raconte. C'est un coup de maître quand il a sorti Ricardo Carvalho. C'était son garçon, il l'a amené partout. Un jour, on est à l'entraînement, il le regarde et il lui dit « Tu joues comme un putain d'éléphant ». Et il en rajoute en plus en mimant la trompe. « T'es une merde. À ta place, je vais faire jouer Terry puis Gallas. Ensuite, Robert Huth. Et après, je vais faire jouer Steve Watt le petit jeune. Et ensuite, je ferai même jouer le kiné. » Il y avait zéro raison à ça. Juste nous maintenir focus. Suite à ça, il va enchaîner les titularisations. En Champions League, il joue le 3-0 au Parc des Princes avec un doublé de Drogba. Facile premier devant le CSKA Moscou, Porto et le PSG. Les Blues ont un gros morceau en huitième de finale. Le Barça de Ronaldinho. L'occasion pour Joe Cole de se tester au très haut niveau. Dans le 11 qui débute au Nou Camp, il subit la loi du Barça 2-1. Cependant, au retour, les choses sont différentes. Le stade des Blues est plein à craquer, prêt à vivre l'exploit. Et ça tombe bien, les joueurs sont chauds bouillants. 8e minute de jeu, Gus Johnson ouvre le score. 17e, Frank Lampard ajoute un second but. 2 minutes plus tard, Damien Duff inscrit le 3-0. Barcelone est KO debout. Joe Cole fait un gros match. Mais attention, à cette période, Ronaldinho est à son prime. Il peut donc changer le cours d'un match à n'importe quelle reprise. À la 27e minute de jeu, Paulo Ferreira fait une main dans la surface, péno transformé par Ronaldinho. Et à la 39e minute, le génie brésilien invente un geste à l'entrée de la surface. Personne ne comprend rien, l'essentiel est ailleurs, ça fait juste 3-2 au tableau d'affichage. Barcelone est de nouveau qualifié en dépit du départ canon de Chelsea. Et dans le dernier quart d'heure, Chelsea va marquer le but du 4-2 malgré une attitude extrêmement suspecte de Ricardo Carvalho dans la surface. L'arbitre accorde le but du 4-2, Chelsea repasse devant et ne se fera plus rejoindre. Mourinho est en ange, son plan a fonctionné. Pour Joe Cole, c'est le début de son histoire avec Chelsea. Oui, il n'a pas marqué de but, mais il a participé activement à une soirée européenne historique. En championnat,
Joe Cole prend enfin l'épaisseur tant réclamée. Avec des stats à la hauteur, mais surtout, il devient fiable dans l'esprit de Mourinho. Buteur face à Liverpool à l'aller et au retour, il est un artisan actif de la saison XXL des Blues en Première Ligue. La preuve, en mars 2005, Joe Cole est élu joueur du mois de Première Ligue. Mieux encore, il remporte son premier trophée avec Chelsea en Coupe de la Ligue face à Liverpool 3-2 au Millennium de Cardiff. Titulaire à droite d'un 4-3-3, il n'est pas décisif, mais l'important, à ce moment précis, c'est la victoire. Joe Cole remporte donc son deuxième trophée après la Coupe Intertoto remportée avec West Ham. Il espère donc continuer cette moisson de titres dans les semaines et les mois à venir. En Champions League, il va cette fois être décisif face au FC Bayern en quart de finale de Ligue des Champions. Buteur au match aller pour la victoire 4-2 à Stamford Bridge, il ouvre le score dès la 4e minute de jeu. Sur sa lancée, au retour, il donne 2 passes décisives pour Lampard et Drogba. Chelsea passe et se retrouve donc de nouveau dans le dernier carré de la Champions League face à Liverpool cette fois-ci. Une équipe déjà battue 3 fois cette saison par les Blues, un petit avantage psychologique. En Ligue, les Blues continuent de rouler sur le championnat. Le 3 avril, Chelsea peut devenir champion en cas de victoire si dans le même temps Arsenal ne bat pas Tottenham. Si Chelsea fait le boulot avec une victoire 3-1 et un but de Joe Cole, le lendemain, Arsenal bat Tottenham. C'est donc partie remise. 3 jours plus tard, demi-finale aller de Champions League face à Liverpool sur le terrain de Chelsea. Match très fermé, peu d'espace, beaucoup d'arrêts de jeu, de fautes, de coups. Joe Cole dira d'ailleurs: je détestais ces matchs contre Liverpool. On ne jouait vraiment pas au foot. En plus, Mourinho avait une guerre perso avec le coach de Liverpool, Rafa Benitez, donc tout était amplifié. Sans surprise, le score de cette purge est un bon vieux 0-0. Tout se jouera à Anfield dans une semaine. Entre-temps, Chelsea a une nouvelle chance de valider son titre de champion. Une simple victoire à Bolton suffit. Sans trembler, les Blues s'imposent 2-0 au Reebok Stadium et remportent le titre de champion d'Angleterre. 50 ans après son dernier sacre, Chelsea est de nouveau champion d'Angleterre. S'il a fallu attendre la 35e journée, tout le monde savait depuis de longues semaines que les Blues seraient champions. Il faut dire que Chelsea a fait très fort cette saison-là. 95 points, record à cette époque, 15 victoires à l'extérieur, 25 clean sheets, 29 victoires, 15 buts encaissés en 38 journées. Arsenal à 12 points, Manchester United à 18, Liverpool à 37 points derrière. Tiens, justement, Liverpool, il y a la demi-finale retour de Champions League à jouer contre eux. Mais porté par le forêt du titre, ça va passer pour les Blues. Eh ben non, parce que ce soir-là, Luis Garcia inscrit le fameux but fantôme. 20 ans après, personne ne peut dire si sur cette action, le ballon a franchi entièrement la ligne. Mais à ce moment précis, Lubos Mitchell, l'arbitre de la rencontre, valide le but du 1-0 de Luis Garcia. Derrière, Chelsea ne parvient pas à inverser la tendance. Liverpool prend confiance. Joe Cole laisse sa place pour les 20 dernières minutes à Arjen Robben, mais rien n'y fait. Contre toute attente, Liverpool élimine Chelsea et file en finale. Mourinho a beau pester et crier au complot, c'est un échec pour lui et son équipe. Néanmoins, faut pas se tromper d'analyse, la saison 2004-2005 de Chelsea est exceptionnelle. 2 titres remportés, une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est déjà énorme. Et pour Joe Cole, il s'agit de sa première saison pleine au très haut niveau. 49 matchs, 9 buts, 7 passes décisives. Pas un hasard si le sélectionneur, Sven-Göran Eriksson, voit désormais en lui l'homme du côté gauche. Il semble enfin installé en équipe nationale, il a 24 ans et il peut encore franchir les paliers pour devenir une vraie référence à son poste. En plus, dans quelques mois, l'Angleterre disputera le Mondial 2006 en Allemagne. Avant cette perspective alléchante, il faut refaire une saison pleine avec Chelsea. Et c'est ce que va faire Joe Cole. Durant l'intersaison, Thiago, Scott Parker et Matej Kezman sont partis. Rayon arrivé, Michael Essien, Sean Wright-Phillips, Acer Delorno et Lassana Diarra font leur apparition dans l'effectif de Chelsea. Véritable machine à gagner, les Blues allient 9 victoires sur les 9 premières rencontres de Première Ligue. Ils encaissent leur premier but pour la 7e journée de Première Ligue. Joe Cole marque, fait des passes décisives. Encore buteur face à Liverpool lors d'une victoire 4-1 à Anfield, il est installé de manière fixe sur le côté droit de l'attaque de Chelsea. En Champions League, il joue un peu moins, mais il est dans la rotation. Cela n'empêche pas Chelsea de se qualifier pour les 8e de finale. À hasard du tirage au sort, c'est encore le FC Barcelone en 8e de finale. Et cette fois-ci, Chelsea est vraiment moins fort que ce Barça 2006 qui compte l'extraterrestre Ronaldinho dans ses rangs. Si cette élimination fait mal à la tête, Chelsea va se concentrer sur ses objectifs nationaux. En championnat, les Blues ne quittent pas la première place. Joe Cole est important et il est surtout décisif.
Un geste, une passe, un but, une inspiration géniale, il s'éclate dans cette équipe. Aussi grâce à Mourinho, Joe Cole se souvient. J'aimais José Mourinho, mais les gens pensaient que nous avions une mauvaise relation tous les deux. Un jour, on gagne 3-0 à domicile. Je donne 2 buts et je pense avoir bien joué. Juste à la fin, j'ai un face-à-face avec le gardien. Je fais la passe à Crespo au lieu de tirer, mais il a pas couru, donc les défenseurs récupèrent le ballon. Le lendemain, à l'entraînement, Mourinho est venu me dire « Si tu refais la même chose sur un autre match, tu joueras plus jamais pour moi. » On l'a compris, Mourinho, il est pas là pour blaguer. Et cette année-là, il veut surtout faire une chose, le doublé Coupe Championnat. Qualifié pour les demi-finales de la FA Cup, c'est Liverpool qui est en face. Encore eux. Joe Cole est sur le banc. Rapidement, les Reds mènent 1-0 puis 2-0 grâce à John Arne-Riese et Luis Garcia. À la 70e, Drogba redonne l'espoir aux Blues, mais c'est bien Liverpool qui va se qualifier pour la finale de la FA Cup. Nouvel accro pour Mourinho face à Benitez. Si Joe Cole est entré en fin de rencontre, il n'a pas le temps de trop cogiter car il va être décisif dans la quête du titre de Première Ligue. Buteur à Old Trafford dans le match du titre fin avril 2006, Joe Cole devient champion d'Angleterre pour la 2e fois consécutive. Sa saison et ses stats sont bonnes à l'issue de l'exercice 2005-2006. 42 matchs, 10 buts, 9 passes décisives. Cette fois-ci, il peut partir disputer un tournoi avec l'Angleterre avec un statut solide. Pour Sven-Göran Eriksson, le sélectionneur anglais, Joe Cole est titulaire sur le côté gauche de l'attaque anglaise. Beckham est à droite, Gerrard et Lampard sont à la récup et devant on retrouve Peter Crouch, Wayne Rooney et Michael Owen. Elle a vraiment belle gueule cette sélection anglaise 2006. Et en battant le Paraguay 1-0 pour le premier match, les Anglais débutent bien. La victoire 2-0 face à Trinidad et Tobago donne la sensation que les Three Lions montent en puissance. Joe Cole ne stade pas, mais ses matchs sont bons. Et au 3e match, il va crever l'écran. Tout simplement car il va inscrire le but du tournoi. 34e minute de jeu, 0-0 au tableau d'affichage. Sur un ballon à mi-hauteur à 25 mètres, Joe Cole va envoyer un amour de frappe qui va lober le gardien indien. 1-0. Si derrière la Suède égalisera, Joe Cole va faire malgré lui le tour du monde grâce à son but. Bien dans sa tête, à l'aise dans son jeu, le milieu de terrain participe au 8e de finale victorieux 1-0 contre l'Équateur, mais il ne marque pas ce coup-ci. En quart de finale, c'est le Portugal. Déjà éliminé par les Portugais à l'Euro 2004, l'Angleterre craint particulièrement la bande à Scolari. Et comme en 2004, l'Angleterre sort au péno. Joe Cole était sorti à l'heure de jeu, il assiste impuissant à ce nouvel accro. Pour la 3e fois de sa carrière, Joe Cole voit les portes du dernier carré se fermer devant lui. Mais ce coup-ci, il peut nourrir de véritables regrets. Parce qu'une Coupe du Monde à 25 ans, ça doit pas se manquer. Bien sûr, son but reste dans les mémoires. Évidemment, son mondial est de bonne qualité. Mais collectivement, l'Angleterre s'est encore pris les pieds dans le tapis avec une génération talentueuse. Et si Joe Cole venait de laisser passer la plus grosse occasion de sa carrière? Comme souvent dans le foot de très haut niveau, il n'y a pas le temps de se poser pour analyser pleinement les choses. Donc Joe Cole, il va enchaîner sur une nouvelle saison. Mais dès les premiers matchs, il n'a pas de bonnes sensations. Blessé au pied, il revient au mois d'octobre, mais il peine à retrouver son meilleur niveau. Dans la foulée, on lui décèle une fracture de fatigue. Mis au repos durant 3 mois, il va voir les Blues se qualifier en Champions League pour les 8e de finale. Mais en Première Ligue, Manchester United tient la dragée haute à Chelsea. Les Mancuniens ne lâchent pas la première place. S'il revient à la compétition au mois d'avril, en participant à la qualification face à Valencia, Chelsea se qualifie pour le dernier carré de la compétition, pour la 3e fois en 4 ans. Et contre qui cette demi-finale va se jouer? Eh ben, contre Liverpool évidemment. Titulaire pour le match aller, Joe Cole va être décisif à cette occasion. Unique buteur du match, il permet à Chelsea d'aborder le retour à Anfield avec un but d'avance. Ouais mais attention, à Anfield, un but d'avance, c'est peu. 22e minute, Daniel Agger marque pour les Reds. Joe Cole n'y arrive pas, le match est encore fermé. Et à ce petit jeu, personne ne prend l'avantage. Ni en 90 minutes, ni durant les 120. On va donc régler cette histoire au penalty. Joe Cole a laissé sa place à Arjen Robben à la 99e. Il ne va donc pas tirer les pénaux. Ça débute bien pour Liverpool puisque Zenden transforme sa tentative, alors que de son côté, Arjen Robben se loupe. Xabi Alonso transforme son essai, alors que Frank Lampard, lui aussi, devant pour Liverpool. Ça redonne un peu d'espoir aux Blues, mais derrière, Jérémy Njitap va se manquer. Gerrard
et Kuyt finissent le travail, qualifient de Liverpool pour la finale de Ligue des Champions. Comme lors de la demi-finale de FA Cup 2006 ou la demi-finale de Ligue des Champions 2005, Liverpool élimine Chelsea. Troisième échec pour Mourinho sur le volet continental. En dépit de cette élimination cruelle, Chelsea perd la première ligue face à Manchester, mais pour se consoler, les Blues remportent la Coupe de la Ligue et la FA Cup. 2 trophées supplémentaires pour Joe Cole qui a désormais tout gagné en Angleterre. Il ne lui reste plus que la Coupe d'Europe et la sélection dans tout ça. Après l'échec du Mondial 2006, Sven-Göran Eriksson est parti. C'est désormais Steve McClaren qui l'a remplacé. Autant le dire tout de suite, le technicien anglais ne fait pas l'unanimité. Premiers résultats n'ont pas plaidé en sa faveur. Match nul face à la Macédoine à domicile, défaite 2-0 en Croatie, 0-0 face à Israël. Blessé à cette période, Joe Cole revient en sélection pour un amical de prestige face au Brésil de Kaká, Ronaldinho et Robinho. Dans la foulée, l'Angleterre cale un 3-0 face à l'Estonie en qualif avec un but de Joe Cole. En septembre, l'Angleterre envoie 3 fois 3-0 face à Israël, Estonie et à la Russie. Totalement relancé pour la qualification, il lui faudra assurer en octobre et en novembre pour les 2 derniers matchs contre la Russie et la Croatie. Pendant ce temps-là, à Chelsea, il y a de l'orage dans l'air. Mourinho est en conflit avec la direction des Blues, il est contesté en interne et sur le terrain, Chelsea est poussif. Défaite 2-0 à Aston Villa pour la 4e journée de Premier League et surtout 1-1 à domicile face à Rosenborg en Ligue des Champions. Après cette dernière contre-performance, Joe Cole était titulaire, José Mourinho, The Special One, est viré. Pour le remplacer, c'est un inconnu ou presque, Abraham Grant. On apprendra par la suite que ce même Abraham Grant était un ami du boss, Roman Abramovich. Ça peut aider. Dès sa prise de fonction, Cole est mis en valeur. Pour Grant, Joe Cole est un joueur majeur de son effectif, le vrai pendant de Florent Malouda sur le côté gauche avec Didier Drogba en pointe. Flatté par cette estime, Joe Cole veut tout donner sur le terrain. Buteur et passeur le match suivant de Champions League face à Valencia, il va rééditer la même performance un mois plus tard face à Rosenborg. Revenu à son meilleur niveau, il va pouvoir aider son pays à boucler la qualification pour l'Euro 2008. Et ça débute bien. Victoire 3-0 contre l'Estonie, il ne reste plus qu'à obtenir une victoire pour boucler le suspense. Et l'Angleterre a 2 matchs pour y parvenir. Mais ça va pas du tout se passer comme prévu. Malgré l'ouverture du score de Wayne Rooney, l'Angleterre va se trouver. Il faut dire que la composition ce jour-là de Steve McClaren était particulièrement étrange. Les Scott arrière gauche, Lampard sur le banc, Michael Owen tout seul en pointe. Dans ce marasme, Joe Cole est un des seuls à se mettre en valeur, mais en 4 minutes, tout va changer. Pavlyuchenko va d'abord convertir un péno obtenu par Zirianov, et derrière, il va marquer le but du 2-1. Au bord du précipice, l'Angleterre va avoir un véritable cadeau du ciel, car après cette défaite, les Russes vont perdre face à Israël. L'Angleterre a de nouveau son destin entre les mains. Il suffit d'un match nul pour se qualifier, face à une Croatie déjà qualifiée qui a plus rien à jouer. Un défi plus qu'abordable. Mais avec l'Angleterre de Steve McClaren, on est sûr de rien. Nouveau schéma tactique, Joe Cole reste à gauche, Wright Phillips est à droite, Peter Crouch est en pointe. Gerrard et Lampard sont associés à Gareth Barry. Pour la charnière centrale, on retrouve Les Scott avec Campbell. On est quand même assez sceptique. Logiquement, la Croatie va mener 2-0 au quart d'heure de jeu. Rien ne va et on se dit que l'Angleterre va vraiment finir par rester à quai. À la mi-temps, Beckham et Defoe font leur apparition et ça va tout de suite gagner en efficacité. 56e minute de jeu, penalty de Lampard, 2-1. Puis 9 minutes plus tard, Crouch égalise sur un centre de Beckham, 2 partout. L'Angleterre est de nouveau qualifiée. Mais dans le dernier quart d'heure, le Croate Mladen Petric va inscrire le but fatal du 3-2. KO par cette frappe lointaine, l'Angleterre tente le tout pour le tout. Joe Cole sort pour un attaquant supplémentaire, Darren Bent. Mais ce soir-là, ça voulait pas sourire pour l'Angleterre. Le score ne change plus. L'Angleterre s'incline 3-2 et voit la Russie lui chipper le dernier billet qualificatif pour l'Euro 2008. Un énorme coup. Au niveau personnel, Joe Cole continue d'entretenir une relation délicate avec l'équipe nationale. Quand il est bon, l'équipe ne tourne pas. Quand l'équipe tourne, il n'a pas de place. Frustrant, surtout que cet échec est en pleine saison.
Déjà mal embarqué en Première Ligue, Chelsea relève le niveau en Champions League. Vainqueur facile d'Olympiakos puis Fenerbahçe, les Blues se retrouvent dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Et qui peuvent-ils bien retrouver à ce stade de la compétition? Évidemment Liverpool. Cette fois-ci, l'aller est à Anfield. Joe Cole est titulaire. Et si le Liverpool de Rafael Benitez est sans surprise, l'approche tactique de Grant offre un match moins verrouillé que du temps de Mourinho. Keut met le but du 1-0 avant la pause, mais dans le temps additionnel, John Arne-Riese marque contre son camp. Score final 1 partout. Tout se jouera à Stamford Bridge une semaine plus tard. Aligné sur le côté droit, Joe Cole va participer à une soirée européenne magique. 33e minute de jeu, Didier Drogba met le 1-0. 64e minute de jeu, Fernando Torres égalise. 1 par part, donc encore une fois en prolongation. Lampard inscrit le but du 2-1 sur péno. Drogba ajoute un 3e, mais en fin de prolongation, Ryan Babel marque le 3-2. Chelsea tient sa finale de Champions League. Après 3 échecs, la 4e tentative est la bonne pour les Blues. Mais attention, en face, ça sera Manchester United, le futur champion d'Angleterre. Après une belle remontée au classement, Chelsea termine seconde Première Ligue, mais la défaite en finale de Coupe de la Ligue face à Tottenham fait tâche. Il faut donc sauver la saison avec la finale de Ligue des Champions. Pour cet événement 100% anglais, Manchester United part légèrement favori. Son trio offensif, Tevez, Cristiano Ronaldo ou Wayne Rooney, fait peur à tout le monde. Derrière, la défense centrale, Ferdinand Vidic en impose. Mais attention, en face c'est solide. Check au but, Ashley Cole, Terry, Carvalho, Essien en défense. Milieu de terrain, Ballack, Lampard, Makelele. Et devant, Malouda, Drogba, Joe Cole. Ce soir-là, à Moscou, c'est tendu. 26e minute de jeu, Cristiano Ronaldo s'élève plus haut que tout le monde et place une tête imparable. 1-0 pour Manchester United. Juste avant la pause, Frank Lampard égalise d'une frappe du gauche, 1 partout. On se régale pas vraiment. Les équipes se craignent et logiquement, on est obligé d'aller en prolongation pour se départager. Mais c'est pas mieux. Joe Cole tente de débloquer la situation, mais c'est verrouillé. À la 100e minute, son coach décide de le remplacer par Nicolas Anelka. Sir Alex, lui, fait rentrer Giggs, Nani et Anderson à la place de Rooney, Scholes et Brown. On arrive à la fin de la prolongation et Didier Drogba va prendre un carton rouge qui va rien changer mais qui prouve que le match est électrique. Vu la configuration du match, il n'y a que les pénaux qui peuvent départager Chelsea et Manchester United. Carlos Tevez débute, ça passe pour lui. Dans la foulée, Ballack aussi. Michael Carrick ensuite, l'ancien coéquipier de Joe Cole à West Ham, ne tremble pas. Belletti, idem. Ça fait 2 parties. Cristiano Ronaldo tente sa chance. Petr Cech l'arrête. Lampard de son côté s'élance et donne l'avantage à Chelsea. 3-2 pour les Blues. Owen Hargreaves redonne l'espoir à Manchester United, mais Ashley Cole met son péno. 4-3 pour Chelsea. Si Nani loupe, c'est fini. Mais le Portugais réussit son essai, 4 par dernier péno. John Terry prend le ballon. Il a la victoire au bout du pied. Lui, le pur produit de Chelsea. Malheureusement, il glisse au moment de tirer. La balle file à côté des buts, 4 partout. On continue. Anderson marque le 5-4 pour Manchester United, mais Salomon Kalou est solide en face. 5 partout, c'est irrespirable. Ryan Giggs prend le ballon et comme un taulier, il va inscrire son tir au but 6-5. Vient le tour de Nicolas Anelka, le joueur qui a remplacé Joe Cole. Dès sa prise de balle, on sent qu'il n'est pas rassuré. Sa course d'élan ne fait que confirmer la première impression, il est pas dedans. Et sa frappe va être détournée par Van der Sar. C'est fini. Victoire 6-5 au péno de Manchester United. La désillusion est énorme pour Joe Cole. Cette finale de Champions League s'est jouée sur des détails. Chelsea a flirté avec la victoire, mais c'est bien avec la défaite que les Blues terminent. Le mal de tête est violent et contrairement aux saisons précédentes, il n'y a pas de bouffée d'air équipe nationale en fin de saison. L'Angleterre ne participe pas à l'Euro 2008, l'heure est donc au bilan. Et cet été-là, un nouveau coach va arriver à Chelsea. Le Brésilien Luis Felipe Scolari. Le recrutement est donc axé sur les joueurs portugais. Deco et Bosingua arrivent notamment chez les Blues. Dans le sens inverse, Makelele, Shevchenko et Wright Phillips quittent Chelsea. Pour Joe Cole, ça débute bien. Premier buteur de la saison face à Portsmouth, il est apprécié par son nouvel entraîneur. Titularisé en numéro 10, il donne satisfaction, mais une déchirure musculaire va le freiner dans son élan. Il revient en décembre 2008, il est bon, l'équipe tourne bien, mais pour un match de FA Cup, sa carrière va basculer. Toujours épargné par les grosses blessures jusqu'à présent, Joe Cole se fait les ligaments croisés du genou.
à 28 ans. Ce type de blessure peut changer le cours d'une carrière. Il est donc obligé de se faire opérer et faire une croix sur l'année 2009. Il verra de loin la saison folle de Chelsea, le licenciement de Scolari en février, l'arrivée de Gus Hiddink sur le banc, le Chelsea-Barça avec le fameux fucking disgrace de Didier Drogba, la victoire en FA Cup 2-1 face à Everton. Mais à Chelsea, en 2009, il n'y a pas de temps pour respirer. Hiddink repart et un nouveau technicien débarque chez les Blues. Il s'agit de Carlo Ancelotti. Dès les premiers échanges, un véritable feeling se produit entre les deux hommes. Joe Cole se souvient. La première semaine, il s'est contenté de nous regarder, de voir ce que les joueurs aimaient. Tous les coachs venus après José Mourinho ont voulu changer les choses trop vite. Pas Carlo. Première fois que je le vois, c'est pour un repas d'équipe. Je suis à côté de lui. Je sais pas trop quoi faire. Il me regarde et me tend un verre de grappa. Je me suis dit, ok, c'est un test. Je bois le verre cul sec, je l'ai regardé, il m'a versé un autre verre. Et on a bu des verres toute la soirée. Un souvenir incroyable. Le vestiaire l'a adoré. Même quand il m'a écarté de l'équipe, je l'aimais toujours. Il avait une façon brillante de faire les choses. S'il est encore blessé à la reprise de la Première Ligue, Joe Cole va progressivement retrouver une place de titulaire dans l'esprit de Carlo Ancelotti et surtout, l'équipe rayonne. 3-0 face à Burnley, face à Tottenham, 4-0 face à Bolton, Wolverhampton, 5-0 à Blackburn, 3-0 Arsenal, un rouleau compresseur. Même Manchester United y passe 1-0 à Stamford Bridge. En Ligue des Champions, Chelsea finit devant Porto, l'Atlético Madrid et Nicosie. En 8e, ça sera l'Inter de Mourinho au programme. Beaucoup de joueurs veulent se montrer sous leur meilleur jour face à leur ancien entraîneur. Terry, Carvalho, Lampard, Drogba. Et Joe Cole fait partie de cette liste de joueurs. Malheureusement pour lui, il ne va presque pas jouer cette double confrontation. Sur le banc tout le match à San Siro, il voit ses coéquipiers perdre 2-1. Et au match retour, il est encore sur le banc au coup d'envoi. Cependant, il rentre pour la dernière demi-heure quand le score est encore de 0-0. Mais dans les 10 dernières minutes, Eto'o douche les espoirs de Chelsea, 1-0, défaite et élimination en 8e de finale. Pour oublier cette déconvenue, Joe Cole se concentre sur un triple objectif un peu fou. Revenir au top physiquement, remporter le titre de champion d'Angleterre et accrocher une place dans la liste des 23 de Capello pour disputer la Coupe du Monde 2010. Et le natif de Paddington va réussir l'incroyable. À partir de février, il est titulaire pour les gros matchs, décisif pour Chelsea. On pense notamment à son but à Old Trafford dans le choc de la 33e journée. Collectivement, Chelsea retrouve sa plénitude. Le 7-1 infligé à Aston Villa en atteste. Lors des 3 dernières journées, les Blues collent un 7-0 à Stoke City, 2-0 à Liverpool à Anfield et 8-0 à Wigan pour le dernier match de championnat. 17 buts marqués, 0 encaissés en 3 rencontres. Cerise sur le gâteau, Chelsea fait le doublé coupe championnat. Contre Portsmouth, entraîné par Abraham Grant, Chelsea et Joe Cole font le strict minimum. Boateng loupe un péno juste avant l'heure de jeu. Et 2 minutes plus tard, Didier Drogba inscrit un coup franc. 1-0. Joe Cole rentre pour les 20 dernières minutes à la place de Salomon Kalou. Ça suffit pour les Blues. Nouveau trophée pour Joe Cole, son 9e en 7 ans. Pour couronner le tout, Fabio Capello l'appelle pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Après 2002 et 2006, Joe Cole s'apprête donc à disputer une 3e Coupe du Monde. Quelques jours avant le début de la compétition, il joue un match amical face au Japon. Passeur décisif, il montre à Capello qu'il peut compter sur lui. Cependant, pour les premiers matchs, il rentre pas en jeu ni face aux États-Unis, ni face à l'Algérie. Pour le 3e match décisif contre la Slovénie, il est encore remplaçant, mais en fin de match, il fait son apparition à la place de Wayne Rooney. Grâce à un but de Defoe, l'Angleterre se qualifie pour les 8e de finale et rencontrera l'Allemagne en 8e de finale. Face à une National Mannschaft implacable, les Anglais prennent un sévère 4-1. Alors bien sûr, plus de 15 ans après, la frappe de Frank Lampard fait encore parler. La balle avait largement franchi la ligne, mais à cette époque, la goal line technologie n'existe pas. Qui sait comment aurait été le sort de ce match si ce but avait été compté. S'il rentre en fin de match, Joe Cole assiste impuissant à la défaite des siens. Certes, cette Angleterre 2010 n'était pas un grand cru, mais la sortie de piste est brutale. Surtout pour Joe Cole, car à bientôt 29 ans, il n'est pas sûr qu'il redispute une nouvelle Coupe du Monde dans sa carrière. Voire même qu'il reporte le maillot des Three Lions. Après cette parenthèse sud-africaine au goût amer, Joe Cole va prendre une décision forte pour sa carrière. Devenu papa quelques mois plus tôt, il commence à voir qu'il a du mal à retrouver son meilleur niveau. Il raconte:
Après chaque match, j'avais besoin d'une poche de glace sur mon genou. J'avais des douleurs intenses. Il est rare de retrouver son niveau après une blessure au ligament du genou. Mon ego a joué un rôle et à ce moment, le football devenait un défi pour moi. Je n'étais plus capable de jouer comme avant. Je me suis vu finir ma carrière confiné sur la table des blessés de Chelsea. Il fallait que je parte. 2 clubs se sont intéressés à moi parce que j'étais libre. Tottenham et Liverpool. Cela aurait eu du sens que je choisisse Tottenham. Harry Redknapp était le coach, je pouvais rester à Londres, mais je pouvais pas me résoudre à aller là-bas. Donc j'ai choisi Liverpool. Un club formidable, mais si je pouvais remonter le temps, je ferais un autre choix. Je partirais à l'étranger. On s'en doute, le passage de Joe Cole à Liverpool va pas rester dans les mémoires. Carton rouge pour son premier match à Anfield. Entre blessures et méformes, il va jamais lancer sa saison. Bon, faut être clair, le Liverpool 2010-2011 est loin d'être extraordinaire. Torres est sur le départ, on retrouve les tauliers Gerrard, Carragher et Mascherano, mais l'effectif est vieillissant. Il y aura bien l'arrivée de Luis Suarez en janvier pour redonner un peu de peps au Reds, mais pour Joe Cole, ce n'est pas suffisant. 6e de Première Ligue, Liverpool sort en 8e d'Europa League face à Braga. Le coach, Roy Hodgson, s'est fait virer en cours de saison. On l'a compris, il n'y a rien qui va. Il suffit de voir le bilan statistique de Joe Cole pour comprendre. 34 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Frustré de son choix de club, il va tenter de rebondir en août 2011. Mais la destination est originale. La Ligue 1 et Lille plus particulièrement. Alors sur le papier, c'est une idée pertinente. Champion de France quelques semaines plus tôt, le LOSC cherche un joueur d'expérience pour jouer la Champions League. Avec beaucoup de jeunes joueurs, Hazard, Payet entre autres, il va avoir une attitude de grand frère. Toujours aussi juste techniquement, il alterne entre le côté droit et le poste de meneur de jeu. Passeur décisif pour son premier match face à Saint-Etienne, il monte en puissance petit à petit. Très bien intégré, il permet à Lille de réaliser une belle saison malgré une campagne de Ligue des Champions assez maussade. Le LOSC sort d'un groupe abordable, CSKA Moscou, Trabzonspor et Inter Milan. Un petit regret car il ne le sait pas encore, mais il ne jouera plus du tout cette compétition. En Ligue 1 par contre, le LOSC ne peut pas tenir le rythme infernal de Montpellier qui finira champion de France cette saison-là. Avec la 3e place au final, l'exercice de Joe Cole dans le Nord est positif. Plus tard, il dira même qu'il a appris énormément tactiquement avec Rudy Garcia. Et il poursuivra même en disant qu'il a plus appris avec Rudy Garcia qu'avec Carlo Ancelotti ou José Mourinho. J'avais pas vu venir celle-là. Bon, il est ok pour rester en Ligue 1, malheureusement pour lui, l'opération aboutit pas, alors que pourtant, ses stats sont positives. 43 matchs, 9 buts, 5 passes décisives. Pas mal pour un joueur qu'on disait cramé. Bon, avant de partir, il va quand même réussir un truc, influencer son coéquipier Eden Hazard de choisir Chelsea plutôt que Manchester United. Eden Hazard le confirmera quelques années plus tard. Il n'a pas arrêté de me dire que Chelsea était le club idéal pour moi. Pour son cas perso, Joe Cole revient à Liverpool, mais on va être clair, il n'est pas franchement le bienvenu. Souvent écarté par le coach Brendan Rodgers, il joue très peu. En décembre, il est titulaire face à West Ham au Bowley Ground, le stade où tout a commencé pour lui. Buteur, il ne fête pas son but face à son club de cœur, mais un déclic se produit chez Joe Cole. Pourquoi continuer de rester à Liverpool où il gâche son temps? Pourquoi ne pas tenter un retour à West Ham justement? À 31 ans, il peut encore être important pour une équipe de Première Ligue, s'il en a encore sous le pied. Le 4 janvier 2013, il revient donc à la maison West Ham. Calé au milieu du classement, les Hammers ambitionnent un maintien tranquille cette saison-là. Pour son premier match à domicile, Joe Cole égalise face à Queen's Park Rangers. Près de 10 ans après son dernier but pour West Ham, il continue d'écrire sa légende au club. De nouveaux buteurs contre Tottenham, il participe activement à la 10e place du club. Saison suivante, Joe Cole va doucement perdre sa place dans le 11 titulaire. Pourtant, il marque dès la première journée de Première Ligue lors d'une victoire 2-0 face à Cardiff. Le coach Sam Allardyce lui préfère Matt Jarvis et Stuart Donny. Pas des foot de guerre. Mais, auteur de 3 buts en 20 matchs, Joe Cole va de nouveau partir. Cette fois-ci, ça va être à Aston Villa. Bon, ce coup-ci, ça va pas être fameux. Encore moins de matchs qu'à Liverpool et West Ham, 12 au total, 1 but, 1 passe décisive. Joe Cole ne s'éternise pas chez les Villains, il a désormais 34 ans, mais il veut encore donner du plaisir à des supporters et s'amuser sur un terrain de foot. Il accepte donc la proposition de Coventry, en Ligue 1, l'équivalent de la D3 anglaise. Dans une équipe jeune où on retrouve un certain James Maddison, aujourd'hui international anglais, il s'offre une dernière danse. Numéro 10 derrière un attaquant, il se régale encore un peu sur le rectangle vert. Collectivement, ça suit pas forcément. Coventry loupe les playoffs pour l'accession.
Et à ce moment précis, Joe Cole va faire un dernier choix où il va faire parler son cœur. Il va rejoindre les États-Unis dans un club de seconde division. On est très très loin des contrats juteux des championnats exotiques. Un vrai choix de vie de fan de ballon, car à plus de 35 ans, aller jouer dans des stades avec 500 personnes sans tribune, il faut quand même aimer le football. Et ça, Joe Cole, il est clair qu'il aime ça. Pendant 3 ans, il va coller 20 buts et donner 14 passes décisives. Leader dès son arrivée, il va laisser une trace positive dans le soccer, mais surtout à Tampa Bay. Il reste le meilleur joueur de l'histoire du club. La dernière saison, Joe Cole n'a plus les jambes pour le niveau professionnel, et c'est un peu logique quand on arrive à 37 ans et qu'on a débuté en pro à 18. Près de 20 ans après son premier match avec West Ham, Joe Cole décide donc de raccrocher définitivement les crampons. Il confie: après avoir été footballeur pendant de nombreuses années, c'est très difficile de prendre sa retraite, car on veut jouer au football pour toujours. Un aveu touchant, teinté de lucidité. Après avoir joué plus de 730 matchs pro, inscrit une centaine de buts et donné plus de 100 passes décisives, le numéro 10 dit au revoir au football. Si la carrière de l'Anglais a été remarquable et intense, elle aurait pu être davantage marquante aux yeux du grand public. Au regard de son talent brusque, il aurait même pu devenir une légende du football international. Et avec un peu plus de chance, il aurait pu remporter une Ligue des Champions et être le joueur majeur de la sélection anglaise. À défaut, il s'est contenté de faire partie des légendes de Chelsea et de West Ham, son club de toujours. Et à ses yeux, c'est déjà largement satisfaisant. Coaché par des entraîneurs mythiques comme José Mourinho, Carlo Ancelotti, Gus Hiddink, Claudio Ranieri ou Sven-Göran Eriksson, Joe Cole a toujours réussi à se faire une place dans des équipes de rêve. Un petit exploit pour le gamin de Paddington, car aujourd'hui encore, on parle des buts incroyables et des actions de classe de ce petit milieu de terrain d'1m75, technique, talentueux et un peu fou. Alors pour tous ces bons moments passés sur le terrain, merci Joseph John Cole, ou tout simplement Joe Cole.